Alors, ce soir, heureusement, elle n'est pas très très longue. On va parler du rhume des foins, c'est ce qu'on appelle dans le domaine médical les polynoses. Et alors, justement, j'ai essayé de faire un petit condensé pratique de tout ce qu'on sait sur les polynoses grâce justement au bilan et de donner une perspective un petit peu de tout ça. Voilà. Diapo suivante. Je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà. Donc le printemps est la bonne période pour parler du rhume des foins. Cette affection est constituée d'un ensemble plus ou moins complet de symptômes, conjonctivite, rhinorrhée, éternuement, envisagés comme une phase particulière d'une dysfonction immunitaire progressive. Alors on va essayer de mettre les choses en perspective. Le nourrisson va d'abord faire des épisodes infectieux, d'autant plus nombreux qu'il aurait été polyvacciné tôt et traité aux antibiotiques. Il faut se rappeler que tous les antibiotiques sont immunodépresseurs. Alors, j'ajouterais également le fait que les mamans et les pédiatres coupent systématiquement la fièvre. Or, la fièvre est le premier moyen et le meilleur moyen de défense de l'enfant. Et donc, très vite, on arrive vers l'âge de 3 ans. Diapositive suivante. Vas-y, Thomas. Voilà, dès l'âge de 3 ans, on pourra commencer à voir apparaître le rhume des foins ou l'eczéma. Et c'est ce que notre ami Heinrich Reykjavik décrivait comme la phase 3. Évidemment, on pourra même voir alterner l'asthme, l'eczéma et le rhume des foins en fonction des saisons. Donc, ce rhume des foins, on va le voir apparaître à proportion d'une épine irritative, c'est-à-dire dans un contexte d'intoxication, bien sûr chez l'adulte, alcool ou tabac, ou d'une infection froide, chronique, herpès, mononucléose infectieuse, ou même de nouvelles vaccinations. Alors évidemment, on va faire l'hépatite, la fièvre jaune, etc. et de la prise médicamenteuse, des antiépileptiques, des antipaludéens, de la sérothérapie, etc. ou simplement des soucis récurrents. Et chez l'enfant, on voit souvent apparaître l'asthme et le rhume des foins dans un contexte de divorce des parents. Vas-y Thomas, suivante. Vas-y. Vas-y Thomas, tu peux. Les manifestations, donc. Alors, les manifestations du rhume des foins, c'est des manifestations essentiellement hydriques. C'est-à-dire qu'en fait, l'eau va envahir les yeux, le nez et la gorge. Autrement dit, le mécanisme de ce rhume des foins, c'est un déplacement de la masse de l'eau extracellulaire. Et d'ailleurs, ça se remarque sur le bilan par l'augmentation quasiment systématique du paramètre albumine. Évidemment, les classiques vous diront que c'est sous-tendu par une activité macrocytaire exacerbée, les mastocytes, l'histamine et surtout les IgE, mais également le paramètre hyper-alpha 2, parce que les défenses immunitaires sont basses, il y a une hypo-bêta et gamma-globuline assez systématique dans le fond allergique, dans le terrain allergique. Donc les alpha 2 vont constituer la majorité des défenses, les alpha 2 étant le marqueur des inflammations cutanéo-muqueuses. Alors, dans ce bilan type de rhume des foins, le paramètre iode est alors nettement dévié. Il va être hyperfloculant dans la phase aiguë. Et d'ailleurs, pour ça, il n'y a qu'à se rappeler la pathogénésie de kalium iodatum, qui est une pathogénésie de rhume des foins. Et par contre, en dehors de la période aiguë, on verra un paramètre qui sera chroniquement bas, qui signe que la maladie est toujours là et qu'en présence d'un allergène, elle va se réactiver. Alors, vas-y Thomas. Voilà, alors vous savez que dans la classification des maladies allergiques, vous avez 5 cas particuliers, donc les 5 grandes maladies allergiques, le rhume des foins pour le foie, la migraine pour le cœur, l'urticaire et l'œdème de Kuhn pour la rate pancréas, l'asthme pour le poumon et l'eczéma pour le rein. D'ailleurs, le prochain webinaire
sera un webinaire de dermatologie où on étudiera l'eczéma et le psoriasis. Vas-y Thomas. Classiquement, alors la situation classiquement, on présente donc, les classiques présentent le rhume des foins comme une réactivité ORL à la présence d'un élément sensibilisant, les pollens, poussières, acariens, etc. Et c'est relativement fréquent, c'est un symptôme maintenant qui est présenté par 10% des Européens au printemps. Avec la pollution et les polyvaccinations, sa fréquence a été multipliée par 4 ces 20 dernières années. Donc c'est en passe de devenir un problème de santé publique. Et la difficulté pour le praticien va être de faire admettre un traitement de fond en dehors de la période de crise. Vas-y. Alors, les pollens, bien sûr, ne sont pas les seuls en cause. Hein. Il y a des causes par les microparticules, par l'air froid, par l'humidité, par les odeurs. Hein, et également, il y a des causes qui sont liées à des allergies alimentaires et qui vont se manifester par un rhume des foins. Ça se voit aussi, même si c'est pas évident tout de suite. Vas-y, Thomas. Alors, cliniquement, on va distinguer les rhinites saisonnières, donc qui sont récurrentes aux mêmes périodes de l'année, essentiellement le printemps, plus rarement à l'automne. Ce sont bien sûr des intolérances, des allergies respiratoires qui sont liées au pollen ou aux moisissures. Et puis, on aura des rhinites perannuelles qui, eux, sont plutôt en rapport avec les acariens ou d'autres allergènes domestiques. La désensibilisation, utilisée depuis plus de 100 ans maintenant, permet parfois de réduire et d'espacer les crises, mais ses résultats sont aléatoires et d'ailleurs elle est sévèrement critiquée, même par les classiques, qui considèrent que elle n'est pas fiable. Donc que c'est pas à mettre en avant systématiquement. Voilà Thomas. Alors, le traitement classique, ben, vous le connaissez tous, c'est l'antihistaminique général, par exemple le Zyrtec, local, hein, on va utiliser un collyre, même parfois un collyre cortisonné, et puis on peut utiliser aussi un antidégranulant mastocytaire, qui a un petit peu le même effet que l'antihistaminique. En cas de complications, bien sûr, on pourra utiliser les corticoïdes et même, dernière en vue, la cyclosporine, tout ça constituant quand même des traitements extrêmement lourds. Alors, au niveau des médecines naturelles, l'œuf de caille peut avoir un bon effet. C'est un antihistaminique naturel. On le trouve maintenant dans des préparations qui sont faciles à absorber, sous forme de gélules ou de comprimés. Et en effet, en période de crise, ça peut vraiment aider. Voilà Thomas. Question de Nathalie qui demande si la cyclosporine, c'est un champignon à la base. Alors oui, la cyclosporine, c'est un antibiotique à la base. C'est un antibiotique qui a été découvert en Norvège et on s'est très vite rendu compte que plus que tous les antibiotiques, il était extrêmement immunosuppresseur. Donc on a arrêté de l'utiliser comme antibiotique et on ne l'utilise plus que comme immunosuppresseur. Alors ceci dit, c'est quand même un produit qui a beaucoup d'effets secondaires. En particulier au niveau de la peau, etc. Et donc, c'est des traitements que je déconseille, sauf pour supporter des greffes ou dans des circonstances extrêmement graves, c'est quelque chose qu'il faut mieux éviter, quoi. Et en tout cas, qui n'est pas à la portée, qui est vraiment un médicament des praticiens ultra spécialisés. D'accord. Merci, docteur Henry. On reprend la présentation. Hop. Alors, le traitement homéopathique, alors évidemment, on a, au niveau des symptômes, il y a 3 grands remèdes qui résument les symptômes du rhume des foins. Allium cepa pour le coryza, pour les coulements nasales, Euphrasia pour la conjonctivite et les paupières boursouflées, et Sabadilla pour les éternuements sales. Alors, il faut bien comprendre que le mécanisme fondamental du rhume des foins, c'est une plénitude du méridien du foie. Vous savez que le méridien du foie commence au niveau du gros orteil, il monte sur la face interne des cuisses jusqu'aux organes génitaux, puis il s'enfonce dans la profondeur des viscères au-dessous des seins,
13 fois. Et puis, il traverse le poumon, il passe au niveau de la gorge, au niveau de la bouche, au niveau du nez et au niveau des yeux. Et donc, quand le foie est engorgé au printemps, eh bien, on voit apparaître ce rhume des foins. Donc, comme d'habitude, quand il y a une maladie franche, c'est que vous avez un facteur externe et une fragilité interne. Donc, ne traiter que le facteur externe, c'est complètement oublier la fragilité interne et c'est en particulier ne pas comprendre la dynamique de la pathologie. Donc là, il est clair que ça va être très intéressant d'utiliser des remèdes homéopathiques symptomatiques, mais on va pouvoir, il est de bon ton de se poser la question, qu'est-ce qui arrive au foie et pourquoi le foie tout d'un coup est en plénitude alors qu'il ne devrait pas provoquer tout ça. Alors évidemment, ces 3 remèdes, on va les trouver dans beaucoup de complexes des laboratoires, mais malheureusement, les laboratoires ont peur des hautes dilutions, donc souvent, ils ne sont pas en dilution suffisante. Personnellement, je considère que la 15-CH, c'est une dilution minimale et qui marche très bien d'ailleurs. Souvent, une seule prise de ces 3 remèdes, mélangés ou les uns après les autres, ça n'a pas beaucoup d'importance, suffit à soulager la journée. Voilà. Docteur Henry? Oui. Si vous permettez, je vous coupe un instant, puisqu'on est dans les traitements, j'ai une question concernant les traitements de fond pour traiter les allergies saisonnières. Est-ce qu'il faut l'envisager au long cours, c'est-à-dire sur toute l'année, ou simplement quelques mois précédant le printemps? Alors, le principe de l'homéopathie, c'est qu'on donne le remède quand il y a les symptômes. C'est vrai, mais on ne donne pas que des recommandations homéopathiques avec le BNS. Voilà, mais oui, tout à fait. On donne le remède, les remèdes homéopathiques, on les donne quand il y a les symptômes. Alors voilà, en particulier la 2e page, j'ai extrait ça d'une revue indienne. Ils considèrent que c'est pas tout en effet de donner les remèdes symptomatiques. Il faut se poser la question, quelle est la fragilité interne du patient? Et vous voyez, ils ont fait une petite statistique en fonction du nombre de cas. Sulfure, un grand remède du foie. Pulsatilla, qui est un grand remède également de l'engorgement des voies biliaires. Un Nux vomica, qui est un grand remède du foie. Arsenicum album aussi, vous voyez. Et puis même natrum mur, sur un nombre de cas qui n'est pas négligeable. Donc, il faudra toujours se poser la question de quelle est la fragilité fondamentale du patient et lui prescrire son remède de fond si on veut que le remède symptomatique marche bien. Voilà, suivant. Alors, donc j'ai des choses que vous n'avez plus malheureusement dans les BNS, mais moi j'ai une base de données et donc j'ai interrogé la base de données sur les sels. Et donc dans les sels, on se rend compte qu'il y a des sels qui marchent très très bien dans le rhume des foins et on comprend pourquoi. L'antimoine est c'est un arsenic lourd, donc c'est un remède d'engorgement des muqueuses. Ammonium mur est un grand remède des muqueuses sèches et qui va relancer l'épuration rénale. Et c'est sûr que si le rein va pas bien, si le foie ne va pas bien, c'est que le rein ne l'a pas bien nourri. Natrum aceticum, c'est le sel de natrum mur, c'est un petit cousin de natrum mur. Et puis le zinc qui est capital dans toutes les affections allergiques, puisqu'il va favoriser l'adaptation endocrinienne, hormonale. Alors actuellement en Suisse, on peut l'avoir à la pharmacie d'Héberg. Ça s'appelle sel antimonium complexe numéro 8. On s'en sait, disons que ça va aider largement le patient dans sa période de crise, mais vous pouvez très très bien les prescrire en tube, en dose, en ce que vous voulez en France, ou vous pouvez même le commander à la pharmacie d'Héberg. On se chargera de vous le faire parvenir. Merci. Vas-y. Suivant. Voilà, donc le deuxième point, c'est ce que je disais, il faut relancer les régulations du foie, parce que cet aspect justement de débordement au niveau des vestibules sensoriels de la face, c'est lié à un foie qui va pas. Il est en plénitude, mais comme toujours, les plénitudes sont des manifestations apparentes d'insuffisance sous-jacente. Et puis, il y a un autre élément qui est à prendre en compte, c'est que ce méridien interne du foie, il va traverser le poumon.
Et s'il traverse le poumon, c'est que le poumon se défend pas bien, d'autant plus que c'est le poumon qui doit contrôler le foie. Donc, le nouvel élément, eh bien, il va falloir traiter et le foie et le poumon. Donc, le BNS va vraiment nous aider à trouver la plante idéale de correction du terrain. Et puis, on pourra même d'ailleurs mettre en évidence d'autres dysfonctions qui auraient pu passer au second plan. Donc là, pareil, on va se lancer dans les bases de données des BNS et on appelle le rhume des foins et on regarde qu'est-ce que l'ordinateur a en mémoire comme plantes qui sortent sur des cas de rhume des foins. On en a quand même rentré des milliers, donc on va voir ce que nous donne la statistique suivante. Alors là, je vous ai sélectionné 6 petites plantes qui sont celles qui à la fois sortent le plus souvent et puis ce sont celles également qui sont les plus fidèles. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Bon, celle que je préfère personnellement, c'est mon petit chouchou, c'est Sidonia. Sidonia, c'est le coin. En plus, c'est un des constituants du ginsido. Le ginsido, c'est un remède de chez Velleda, anthroposophique, qui contient Sidonia et citrus, vous voyez. Et donc l'association de ces deux plantes marche très très bien. Je ne sais pas si on peut encore avoir du ginsido en France, mais on devrait pouvoir. Et en effet, le BNS confirme tout à fait l'indication de ces deux plantes. Donc il y en a une qui est une rutacée, c'est le citron, et l'autre qui est une rosacée. Et ces deux plantes qui contrôlent très très bien les extravasations d'eau au niveau des muqueuses et des membranes. Anthemis nobilis a une pathogénésie de polynose avec gastralgie. C'est beaucoup plus rare, mais elle sort de temps en temps au bilan. Agave americana est un grand cortisone-like, l'agave américain. D'ailleurs, c'est la petite cousine de celle qui sert à faire la tequila. Agave tequilana, vous la connaissez, je pense. Et puis, vous avez également curcuma. Vous savez, curcuma, c'est un grand anti-inflammatoire. C'est un grand remède du foie et des voies biliaires. Il sort également et avec des résultats extraordinaires. Et je dirais même, peut-être encore plus de résultats dans l'asthme que dans le rhume des foins. Et puis, vous avez Rumex acetosa, l'oseille, qui est un remède qui a une pathogénésie d'hypersensibilité, surtout au niveau de la gorge et de toux croupal au niveau de la gorge. Mais en fait, on se rend compte que Rumex acetosa en basse dilution marche très bien dans le rhume des foins et il marche également dans l'eczéma comme dans l'asthme. Voilà, suivante. Alors, en fait, le problème, c'est ce que je dis toujours, le malade, il a une histoire. Donc, il vient pour un rhume des foins, mais il faut essayer de comprendre d'où il vient et vers où il va. Donc, souvent, on se trouve devant une problématique ancienne et polysymptomatique. C'est-à-dire, on a eczéma ou asthme plus polynose, ou même des fois une atopie. C'est-à-dire un enfant de moins de 6 mois qui avait un eczéma infantile, et puis progressivement cet eczéma a plus ou moins perduré et puis a été remplacé, ou s'est ajouté à cet eczéma des allergies diverses. Alors dans ce cas, on a vraiment un problème de déficience immunitaire, et là je mets en place une désensibilisation aspécifique avec les gaz homéopathiques. Donc, c'est ce qu'on appelle le coffret Alstop. C'est un coffret de 10 tubes qui est également fabriqué au préparatoire des Bergues à Genève. Et on donne à ce moment-là 2 granules le matin, 3 fois par semaine. Et on change de prise toutes les 2 semaines. On change de tube toutes les 2 semaines après 6 prises. Et on se rend compte qu'au bout d'un an, 2 tiers des patients ne présentent plus d'allergie à la fin de l'année. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant parce que on remet à niveau d'abord, le patient, il prend très facilement l'habitude, et puis on va remonter l'adaptation générale de l'immunité du patient, qui ne sera plus allergique du tout, pratiquement 2 fois sur 3. Si ça suffit pas, on peut continuer 1 an et demi, ou même faire un deuxième coffret, 2 ans. Pour les atopiques, des fois, il faut espacer un peu les crises, et puis les prises, et puis prolonger le traitement pour que l'atopie disparaisse complètement.
Alors, le tube numéro 10, qui est de l'arsine, c'est-à-dire c'est un gaz à base d'arsenic et d'hydrogène, a un très bon effet sur la crise également, un petit peu à la façon d'allium cepa. D'ailleurs, c'est amusant, allium cepa est dans le groupe de l'arsenic également. Donc, ils doivent pas être très très loin au niveau de leur effet l'un et l'autre. Donc, docteur Henry, je me permets d'intervenir 30 secondes par rapport à la question sur le traitement de fond toute l'année ou quelques mois avant le printemps. Oui. Finalement, là, vous parlez d'un traitement de fond. Voilà, alors je parle d'un traitement de fond. Le traitement de fond, pour moi, c'est le BNS, hein, et c'est de corriger, bien sûr, les dysfonctions que le BNS va mettre en évidence. Et quand il y a pas un simple problème de rhume des foins qu'on arrivera relativement à juguler avec un traitement symptomatique plus le BNS, à ce moment-là, quand c'est plus compliqué, atopie, polypathologie autour, à ce moment-là, je mets un Cofral Stop. J'avais simplement une question de Nathalie qui disait « Mais alors, quand est-ce qu'il faut commencer à prendre les Alstop ?» Alors, le principe, j'ai un principe fondamental que je vous invite à partager, c'est que quand le patient est dans votre cabinet, c'est le bon moment pour le traiter. Voilà, donc quand vous l'avez sous le coude, vous lui prescrivez un Cofral Stop et puis il commence et puis pas de souci. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Yves. Une autre question qui était apparue un petit peu plus tôt pendant votre présentation. Je rebondis maintenant pour être sûre de ne pas la louper parce que je la trouve très, très pertinente. Oui. Que penser du cas d'un enfant de 8 ans, jamais vacciné, qui n'a jamais pris d'antibiotiques, à qui on n'a jamais coupé la fièvre, donc qui présente un terrain plutôt pas mal, et qui pour autant fait un rhume des foins? Oui. Alors, rien. Rien. Est-ce qu'il y a des allergiques dans la famille? Mystère, peut-être. C'est une bonne question parce que généralement c'est un défaut génétique, hein, c'est une hypoadaptation génétique et donc probablement on va trouver un grand-père asthmatique ou un oncle qui est eczémateux, etc. Et donc il a cette fragilité dans ses gènes et il va la présenter. Sinon, ce n'est pas anormal de faire une allergie, hein. Une allergie, c'est une manifestation de fragilité immunitaire et il y a des tas de choses qui peuvent conduire à la fragilité immunitaire, des éléments alimentaires, comme je l'ai dit, des éléments même émotionnels, hein. Autrefois, dans les asthmes graves, on prenait les enfants et on les envoyait à la montagne. Et puis très vite, on s'est rendu compte que c'était pas tellement la montagne. Bon, c'est sûr, il y a un petit peu moins d'allergènes à la montagne, mais c'était surtout parce qu'ils n'avaient pas leurs parents sur le dos et qu'ils étaient moins emmerdés et que ça se passait mieux, quoi. Ah, c'est pas mal comme solution. En tout cas, Anna qui nous avait posé cette super question nous dit qu'effectivement la maman était allergique ou est allergique. Voilà. Donc vous voyez, tout s'explique. Donc elle a élevé son gamin de façon idéale, c'est très bien, mais malheureusement elle lui a donné cette petite fragilité. Alors ce n'est pas grave du tout. Le rhume des foins, c'est plutôt c'est une allergie à minima qui se contrôle relativement bien. Donc, vous allez lui faire un BNS. Et puis, si l'année prochaine, ça redémarre, vous lui ferez un Cofral Stop et puis ça ira très bien aussi. Merci beaucoup, Jean-Yves. Moi, je suis admirative de la façon dont tu as tenu le micro pendant tout ce temps-là. C'est parce qu'en fait, j'ai été moi aussi éloignée de mes parents quand j'étais jeune. Alors maintenant, j'ai plein de ressources. Vas-y. Voilà. Mais concernant le All Stop, en fait, une autre petite question qui nous vient de Julien. Je rebondis comme on était sur le All Stop dans la foulée. Alors, est-ce que le All Stop pourrait convenir à une personne qui a une urticaire à la chaleur? Elle a un terrain asthmatique infectieux, notamment quand elle était enfant. Oui. Alors, l'urticaire, c'est quelque chose d'un petit peu particulier parce que c'est l'allergie de la rate, donc du système lymphoïde. Donc, l'urticaire, en principe, c'est toujours médicamenteux ou alimentaire, quasiment. À la chaleur, alors, donc là, on est dans ce qu'on appelle des urticaires physiques.
Il y a même des gens qui font des crises d'urticaire, par exemple, en se passant les mains sous l'eau. Donc, les urticaires physiques, c'est essentiellement lié à un problème de vide d'eau du rein, c'est-à-dire la surrénale s'adapte pas, le rein est sec, les tissus sont secs, et ça va réagir à n'importe quoi. Donc là, on voit vraiment que l'élément externe n'a pas tellement d'importance, c'est la fragilité interne qui est décisive. Donc moi, je tonifie le rein, et puis là, je mets un coffret Alstop, parce qu'il faut vraiment remonter tout le système. Et en principe, au bout d'un an, après 3 cycles de 4 mois de faire les 9 tubes granules, le niveau de ses défenses ira mieux, de son adaptation ira mieux, et il n'en aura plus. D'accord. Oui, donc Julien, relativement à cette même question, dit que cette personne s'est fait enlever les ganglions lymphatiques après un cancer du sein. Voilà. Donc, alors c'est pas le fait de se faire enlever des ganglions, c'est ce qu'on a dû lui faire après qui a perturbé pas mal. Un problème lymphoïde par chimiothérapie, etc. Donc ça, la rate et les lymphoïdes, ils ont ramassé, c'est clair. D'accord. Merci beaucoup, Julien, pour cette question et à vous pour votre réponse. On vous laisse poursuivre. Alors voilà, je vous en ai pas mis beaucoup, parce que ils sont toujours à peu près pareils, les bilans des rhumes des foins. C'est des bilans qui sont hypo, vous voyez, pas très très perturbés, mais essentiellement tout hypo. Donc ça, c'est un cas à la fois d'asthme et de rhume des foins, c'est un échec de la désensibilisation. Et là, c'est curcuma qui était sorti, et j'ai mis curcuma et Alstop, et puis ça s'est très très bien passé. Vous voyez, quand tout est en bas comme ça, le patient ne réagit pas, et donc là, il faut carrément mettre le coffret Alstop. On va mettre la plante qui va nourrir, et le coffret Alstop qui va redynamiser le système, et au bout de quelques mois, déjà, ça ira mieux. Hypostructure et hypofonction, vous voyez. Ça, c'est des patients, qui réagissent très très mal aux hautes dilutions homéopathiques. Souvent même, ils inversent les effets, ça les aggrave. Autant les bilans hyper, on a des très très bons résultats, autant les bilans hypo, l'homéopathie, ça donne pas grand chose. Il faut beaucoup plus nourrir et relancer les fonctions. Vas-y. Alors, les symptômes évoluent. Alors oui, évidemment, donc le patient va aller mieux. Mais malheureusement, au bout de quelques années, la situation risque de s'aggraver. Et là, on va voir un élément qui va apparaître, qui va être la baisse des albumines, c'est-à-dire on va voir apparaître une sécheresse au niveau des tissus. Et puis sur cette sécheresse, il va y avoir une inflammation de type hyper-alpha 1. Et cette sécheresse et cette inflammation va donner ce qu'on appelle une acidose localisée, c'est-à-dire que le patient aura quitté la phase 3 de Reykjavik, c'est-à-dire la phase des allergies, pour passer dans la phase de sécheresse et d'acidose localisée, la phase 4. Et à ce moment-là, on va quitter la grande période des allergies respiratoires, cutanées et respiratoires, pour rentrer dans les intolérances alimentaires. Alors, les intolérances alimentaires, la grosse différence sur le plan biologique, c'est que c'est une allergie qui n'est pas à IgE, mais à IgG. Et donc, on va voir au niveau du BNS monter de façon systématique les tests à l'iode et au zinc. Et puis, donc, l'acidose va donner une fatigue récurrente, des douleurs, une irritabilité, des lithiases, des fissures, des ulcérations. Bref, on va vraiment quitter, je dirais, la zone des allergies et du rhume des foins qui est extrêmement bruyant, gênant, etc., mais qui finalement est relativement peu grave, pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus organique, où le paramètre acide et les globulines vont s'élever en signalant les poussées inflammatoires et la souffrance tissulaire. Donc, en fait, finalement, c'est peut-être pas si mal que ça d'avoir un rhume des foins. C'est quelques semaines par an où on n'est pas très bien, mais quelque part, l'organisme quand même a trouvé un certain équilibre le reste du temps, alors que avec l'âge, on voit apparaître la phase 4, on voit apparaître la sécheresse tissulaire, et là, on est dans des pathologies déjà beaucoup plus graves. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément se réjouir d'une disparition rapide d'un rhume des foins, il faut voir vers quoi ça va. Et là encore, le BNS va nous renseigner,
est-ce que la disparition des symptômes est une amélioration ou est-ce que c'est pas justement le passage vers quelque chose de plus grave? Alors justement, pour rebondir, j'ai une question d'Ariane qui me demande si les personnes allergiques auront plus tendance à développer ultérieurement des intolérances alimentaires que des non-allergiques. Oui. Bon. Oui. C'est clair. Oui, alors, j'ai un cas personnel que j'aime bien, c'est le mien. Donc les BNS font leurs 30 ans, donc je me fais à peu près un bilan par an depuis 30 ans, donc ça fait, disons, pendant 25 ans, j'ai eu des bilans allergiques. C'est-à-dire, j'avais un bilan, à regarder le bilan, j'aurais juré qu'il était allergique. Et en fait, j'ai jamais fait d'allergie. Et puis, je suis passé en sécheresse avec l'âge, et à ce moment-là, j'ai commencé à faire des intolérances alimentaires. Ah. Et donc, j'ai zappé la phase d'allergie, mais j'ai eu droit à la phase d'intolérance alimentaire. D'accord. Bon, bah merci pour votre expérience en tout cas, ce qui me permet de répondre à Ariane dans la foulée. Et puis Marianne qui nous demande si en fait toutes les personnes ayant une allergie de type rhume des foins passera en phase 4. Est-ce que c'est systématique? Oui, oui. Tout le monde peut passer, tout le monde va passer en phase 4, je vous rassure. Hein. Allergique ou pas d'ailleurs? Voilà, non, mais les allergiques ont toutes les chances, 5, 10, 15, 20 ans après, de faire une intolérance alimentaire et une acidose localisée, une phase 4, hein, c'est clair. Si vous la faites pas, vous risquez directement d'aller dans des pathologies plus graves. Donc là aussi, il faut considérer que la maladie est une forme d'équilibre. Hein. Donc, faut pas non plus essayer de la faire disparaître à tout prix. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe et puis de fournir au corps un relatif équilibre avec des symptômes qui sont pas trop gênants, plutôt que d'essayer, comme font les allopathes, absolument de faire disparaître absolument tous les symptômes, ce qui a pour but ce qui a pour finalité finalement de pousser le malade vers des pathologies beaucoup plus lourdes et parfois irréversibles. D'accord. Alors, une autre question d'Ariane, très intéressante, donc, qui nous demande comment expliquer cela, en fait. Parce que si on considère que les allergies correspondent à une hypo-immunité, d'accord, oui. Et que les intolérances alimentaires à une pré-maladie auto-immune, alors oui. dans ce cas, excuse-moi, en fait, il y a deux choses. Dans l'immunité, il y a deux choses. Il y a le problème de la sensibilité, c'est-à-dire est-ce que tu es capable d'identifier l'agresseur. Alors, dans les phases 1 et 2, tu n'arrives pas à t'opposer efficacement à des microbes banaux de l'environnement. Et puis dans la phase 3, la phase allergique, tu n'identifies pas correctement les allergènes aériens ou de contact. Dans la phase 4, tu n'arrives pas à identifier les allergènes alimentaires. Dans la phase 5, tu n'arrives même pas à identifier tes propres tissus et tu vas faire une maladie auto-immune. Et dans la phase 6, il y a une gradation. Tu n'arrives pas à reconnaître les tumeurs qui sont en train de se développer en toi. Donc, si vous voulez, il faut bien mettre de côté le problème de l'identification de l'agresseur et de la réponse adaptée. Alors, avant d'avoir une réponse adaptée, il faut qu'il y ait une bonne identification de l'agresseur. Et dans le rhume des foins, il est clair que tout le monde respire des pollens, mais tout le monde ne fait pas de rhume des foins. Donc, en fait, le problème, c'est pas les pollens, c'est la façon dont le système immunitaire travaille et dont nos vestibules sensoriels identifient les pollens, ils les identifient mal. Et donc, il déclenche des réactions beaucoup trop violentes. C'est un problème, c'est un défaut de radar immunitaire. Et d'ailleurs, normalement, si on le voit en phase 4, souvent en phase 4, on commence à voir monter les bêta et les gamma, et à ce moment-là, les gens ne font plus de rhume des foins, ils font d'autres pathologies, mais ils font plus de rhume des foins. C'est très rare d'avoir les deux, c'est-à-dire quand on va vers l'auto-immunité, quand on a une acidose localisée, on n'a plus de rhume des foins.
D'accord. Mais alors en fait, c'est un souci d'identification ou de surréaction de l'organisme en fait, face à Bah, c'est ces les deux. Vous avez allergènes. une surréaction si vous avez un défaut d'identification. D'accord. Donc il y a au préalable un défaut d'identification et le corps va surréagir. Exactement. D'accord. Donc Exactement. c'était une question qu'on venait de me poser. Ah, on me dit, docteur Henri, tout est très intéressant. Alors poursuivez. Allons-y. Merci. Diapo suivante. Alors voilà la phase 4. Donc là, on n'est plus dans le rhume des foins, même si c'est des phénomènes de désadaptation. Vous voyez dans le protidogramme l'aspect qui est très intéressant, l'aspect de chute des albumines en bleu et au contraire d'augmenter des alpha 1 en rouge, vous voyez. Donc là, c'est cet aspect typique d'acidose localisée. Donc c'est des gens avec des douleurs, avec des irritations un peu tous azimuts. Et on a toujours quand même l'aspect hypo-bêta-gamma de l'allergie, vous voyez. Donc en fait, là, il commence à y avoir une inflammation chronique qui s'installe, mais le fond allergique est toujours là avec l'hypo-bêta-gamma. Donc la défense lymphocytaire est basse et donc les macrophages sont sollicités de façon exagérée. Alors quand on regarde en détail les tests, on se rend compte que le paramètre iode et le paramètre zinc commencent à s'élever. Alors il y a d'autres paramètres qui se lèvent, mais ces deux-là commencent à s'élever. Donc là, on est chez quelqu'un qui est en acidose localisée. Et d'ailleurs, elle a une fibromyalgie, une dépression. Hein, et la fibromyalgie, c'est typiquement une pathologie d'acidose localisée avec des douleurs qui se répandent un peu partout au niveau du tendinomusculaire. Alors à l'époque, je faisais pas de dosage des intolérances alimentaires, mais je pense que j'ai raté quelque chose parce que certainement il y avait une intolérance alimentaire derrière. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les tests bleus sont très dissociés. Hein, donc les tests bleus très dissociés, ça évoque aussi la dépression. En particulier le paramètre carbo, vous voyez, bêta bas et carbo bas, c'est les deux marqueurs de la dépression nerveuse. Ne lève pas. Question Ariane. Ah oui, bah, les euglobules, ça veut dire que c'est pas évolutif actuellement. Hein. On n'est pas dans une phase de souffrance des tissus. Voilà. Alors la seule qui est un petit peu déviée quand même, c'est les euglobulines alpha qui sont basses. Hein, c'est le froid en contrainte externe. Ça correspond au traumatisme. Et d'ailleurs, en fait, elle a commencé sa fibromyalgie après un accident de voiture. Donc, vous voyez, elle a une séquelle froid au niveau de ses euglobulines. D'accord. Concernant le précédent bilan que vous nous aviez présenté, Oui. il y avait un taux de calcium qui était très bas. Est-ce que c'était significatif en soi et est-ce que ça pouvait être récurrent sur les cas d'allergie? Alors, c'est pas un taux de calcium, hein, c'est un test au calcium. Oui, pardon. C'était pour reprendre une question, excusez-moi. Ouais, à chaque fois, on me dit est-ce qu'il faut rajouter du calcium? Je dis non, ça n'a rien à voir. Alors, le test au calcium est un test des graisses alimentaires. Donc, c'est quelqu'un qui, au niveau alimentaire, il faut revoir son équilibre alimentaire. Je me rappelle, oui, c'est quelqu'un que j'ai vu il y a longtemps. Elle était très, très mince et elle devait pas manger beaucoup et probablement végétarienne. Donc, on se retrouve avec une alimentation qui peut être carencée. D'accord, merci. Voilà, suivante. Voilà, alors dans ces phases 5, on sort un petit peu du rhume des foins. Hein. Là, ce qui va être intéressant, ça va être remettre de l'eau. Et donc là, pour remettre de l'eau, on va utiliser les phytohormones. Les phytohormones sont contenus dans énormément de plantes. Hein. Donc là, je vous ai mis quelques plantes très riches en phytohormones. Brassica, le colza, hein, qui est bien connu c'est le grand remède de la fibromyalgie. L'Amium album, qui est une labiée qui est très riche également en phytohormones et qui est le traitement classique des leucorrhées et des irritations vaginales. Eunothera bienis, qui est très riche en oméga 3 et en oméga 6 et qui est un précurseur des prostaglandines. Et puis vous avez la vanille, Vanilla planifolia, qui est un véritable ovaire végétal
et qui est très efficace pour remettre de l'eau dans les situations d'arthralgie. Voilà, vas-y. Voilà, donc à ce stade, on est passé des allergènes cutanés et muqueux dans des allergies alimentaires, hein, et qui sont malheureusement retardées, c'est-à-dire souvent le malade a beaucoup de mal à faire la liaison entre l'allergène alimentaire et les manifestations, d'ailleurs qui peuvent être des manifestations de type rhinite. Pourquoi? Parce que c'est retardé, c'est-à-dire il va manger un œuf et puis il va avoir une réaction entre 48 et 72 heures après. Donc là, évidemment, c'est pas toujours évident de faire le lien. Alors pour ça, on utilise des tests qui vont doser les anticorps alimentaires. Et en effet, si les aliments irritants ne sont pas éliminés, on va avoir du mal à stabiliser la situation. Alors, il n'y a pas que les aliments irritants qu'il faut éliminer, il faut également maîtriser les autres facteurs qui vont entretenir un état inflammatoire à minima. C'est le cas, par exemple, de la présence de Borrelia dans la maladie de Lyme, des virus d'hépatite B ou C, des infections à papillomavirus, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les inflammations chroniques froides. Hein. Et en fait, ces inflammations chroniques froides, on va les retrouver dans l'histoire des patients qui vont développer tout d'un coup un rhume des foins, et puis ils vont faire après des intolérances alimentaires, et très très vite, ça va évoluer vers une pathologie auto-immune qui est identifiée comme la phase 5 de Reykjavik, et on le reverra sur les bilans parce que les paramètres à ce moment-là, bêta et gamma, vont monter ensemble, ainsi que les globulines gamma. Donc on va avoir un tableau de phase 5 et d'auto-immunité tout à fait caractéristique, mais ce n'est pas le but de ce séminaire. Diapo suivante. Alors voilà pour illustrer mon propos, vous voyez. Donc là, les albumines sont basses, les alpha-1 sont basses, donc là, on n'est déjà plus en phase 4, hein, sinon les alpha-1 sont hautes. Donc il y a un vide d'eau, il y a un vide de sang, et puis on voit le bloc bêta-gamma qu'on appelle la hyalinose, qui est le vieillissement tissulaire, inflammatoire, grave, chronique, et on voit apparaître même une dissociation des globulines, c'est-à-dire là, il y a de la sécheresse et il y a du feu, donc là, le lit vasculaire est en train de souffrir, et puis on voit que toutes les régulations sont en train d'exploser un peu partout. Donc là, évidemment, c'est un cas de sclérodermie, qui est une maladie auto-immune qui touche un petit peu tous les organes. Donc évidemment, c'est une patiente qui va pas bien. Alors, les plantes proposées sont intéressantes. Cardus benedictus, le chardon béni, hein, c'est une plante qui amène du sang. C'est une grande plante du foie et qui amène du sang. Et Glycyrrhiza glabra, c'est une fabacée qui amène de l'eau. Donc, vous voyez, la clé de ces inflammations, c'est pas de taper sur l'inflammation, mais c'est de nourrir les éléments correcteurs qui vont pouvoir calmer le jeu et apporter une stabilité au patient. Voilà, suivante. Voilà, on a quasiment terminé. Alors, je vous prie de m'excuser pour ces petites difficultés de logiciel. Hein. Heureusement, on y est arrivé quand même. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Alors, jusque-là, non. On va accorder 2 petites minutes à nos patients et adorables auditeurs ce soir pour leur laisser peut-être le temps d'écrire leurs dernières questions. Si vous avez encore des interrogations concernant ce qui a été dit ce soir, pour le moment, rien ne me vient. Non. Oui, a priori, le rhume des foins, on peut dire que avec une trilogie de type homéo, BNS et puis Alstop, on réussit à peu près tout le monde. Donc le problème n'est pas très très compliqué. C'est pour ça que je me suis permis d'élargir un peu le cadre de la réflexion. C'est de voir qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui va se passer après, et de se dire que c'est pas parce que le patient, vous avez fait disparaître son rhume des foins, que le problème est réglé. Il va falloir refaire un bilan l'année suivante, même s'il a plus de symptômes, et le garder toujours dans un bon état.
D'accord. Alors moi, j'aurais une petite question. Personnellement, si on présente une allergie ou une intolérance alimentaire, qui viendrait se coupler à cette allergie, par exemple, est-ce qu'il est, euh, est-ce qu'il est assuré qu'in fine, on présente une maladie auto-immune? Alors, c'est le cadre c'est le problème des phases de Reykjavik, c'est-à-dire que quand on est en parfaite santé et puis on a plus ou moins de fragilité génétique et puis surtout avec l'âge, la somme des contraintes va s'additionner et progressivement les régulations du corps vont baisser. Donc, on va voir apparaître des pathologies d'abord inflammatoires, toutes bêtes, les otites, les bronchites, etc. Et puis, on va voir apparaître après les maladies allergiques, et puis on va voir apparaître l'acidose et les intolérances alimentaires. Et puis, on va tous terminer de façon moyennement gaie sous forme de maladies auto-immunes ou de cancer. Alors, quand on regarde les statistiques, le cancer, c'est 100% des gens de 100 ans. À 100 ans, ça va. C'est pas très gai, hein. Mais il y a eu une grosse étude qui a été faite sur 500 centenaires il y a une trentaine d'années. À l'époque, c'était à peu près le nombre des centenaires français. Maintenant, ils sont plus de 3000. Hein. Mais il y a une grosse étude qui a examiné les 500 centenaires français et puis on s'est rendu compte que il n'y avait pas un seul qui n'avait pas au moins un cancer. Bon, ça les empêchait pas de faire du vélo ou d'être en bonne forme, hein. Mais c'est pour vous dire que la dégradation de l'adaptation immunitaire est liée au vieillissement. Donc, il est important d'avoir une hygiène de vie correcte, une hygiène alimentaire correcte. Il est important d'éviter au maximum les médicaments chimiques, les pollutions de toutes sortes. Et puis, plus que tout, je dirais, ce qui est important, c'est l'hygiène mentale. Hein. C'est-à-dire, on est dans une société où on est soumis à des stress émotionnels permanents. Maintenant, c'est même un jeu. On vous fait plus réfléchir. On est dans la profusion de stress. Il y a qu'à voir les journaux télévisés. Il y a plus aucun article il y a plus aucun élément de réflexion. Donc là, c'est vrai que c'est une véritable pollution émotionnelle qui va avoir ses incidences au niveau immunitaire, puisque nos neuromédiateurs cérébraux ont la même structure que les interleukines qui activent le système immunitaire. D'ailleurs, on le sait bien, quelqu'un qui est déprimé, il a un système immunitaire très faible et il va développer des maladies relativement rares. Alors, pour conclure, je dirais que, en effet, c'est mieux d'être jeune, belle, riche et bien portante que le contraire. Que ce soit le cas pour chacun d'entre nous. Pour conclure encore plus simplement, je dirais qu'on ne pourra pas s'empêcher de vieillir. On va tous passer par là et je le souhaite à tout le monde. Hein. Après, il faut espérer qu'on puisse vieillir effectivement, mais dans un état de bien-être le plus longtemps possible. Voilà. D'arriver vieux, pas trop en bonne santé. Il ne faut pas faire de bêtises. Déjà, c'est très bien. Moi, je passe beaucoup de temps à expliquer aux gens les bêtises qu'ils font et comment ils peuvent corriger. Et puis, ce qui est important aussi, c'est d'avoir la joie de vivre et surtout la curiosité. Je pense que la curiosité est une source de joie de vivre merveilleuse. Et dans le domaine médical qu'est le nôtre, on a des surprises. Chaque patient amène son lot de surprises et on essaye de comprendre ce qui se passe. Et quand on y arrive, ça nous fait toujours de grands plaisirs. Voilà, merci beaucoup pour ces derniers mots de conclusion, Dr Henry, et merci d'avoir partagé encore avec nous toutes ces informations très pertinentes concernant les allergies, entre autres.